Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir découvrir plein de recherches passionnantes. Je ne suis pas une chercheuse des émotions, hein, donc, mais voilà, j'ai un peu du vécu, donc on pourra en parler. Mais il y en a d'autres qui ont travaillé plus sur l'émotion que moi. Et je pris un peu des choses. Donc, il y a dans l'ouvrage, donc coordonné par Stéphanias et Omar Zana, donc les émotions dans la recherche des sciences humaines et sociales. Donc, il y a un article de David Le Breton que vous connaissez peut-être, qui s'intitule Au corps de la recherche. Donc, qui reprend en fait ses travaux, les travaux qu'il fait sur les corps. Donc, dans son livre qu'il a publié en 2004, Les passions ordinaires, anthropologie des émotions. Et je trouvais intéressant ce qu'il disait parce que ça permet de faire un point de départ. Donc, j'ai noté deux idées qui me semblent intéressantes à mettre en avant. Je pense que ce qu'on discutera ici, ça va quand même faire écho. Je n'ai pas été là ce matin, je suis désolée, mais par rapport aux restitutions des ateliers, au moins, voilà, on va se croiser sur plein de choses, sur cette question de neutralité, objectivité, subjectivité. Donc, il dit la chose, une première idée, il dit tout individu est relié à son environnement par un permanent tissu d'émotions et de sentiments. Il est à tout instant affecté, touché par les événements qui se déroulent à son entour ou par la réflexion qui le traverse. Et puis, la deuxième idée, c'est l'émotion n'a pas de réalité en soi. Elle ne puise pas dans une physiologie indifférente aux circonstances culturelles ou sociales. Ce n'est pas la nature de l'humain qui parle en elle, mais ses conditions sociales d'existence telles qu'il les interprète, qui se traduisent alors par des modifications physiologiques et psychologiques. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? C'est que tout d'abord, les émotions, elles sont là tout le temps. On est confronté à l'émotion à tout moment. Donc, ce n'est pas une émotion ou c'est un moment, mais lorsqu'on est en interaction et surtout en situation de recherche, plusieurs émotions sont présentes. Et d'ailleurs, la difficulté toujours, quand on commence un travail de terrain, une recherche, de pouvoir les identifier parce qu'on ressent plein de choses, on ne sait pas trop ce que c'est et du coup, parfois la répétition qui est importante pour qu'on essaye de comprendre tout ce qu'on est en train de sentir. Et puis, il dit aussi que les émotions, ce qu'on ressent, ce n'est pas à désincarner. Donc, ce sont des choses qui sont liées à l'histoire de chacun, à son vécu, mais qui sont liées aussi au contexte dans lequel elles se passent. Donc, il y a plusieurs paramètres. Donc, dans ces flux d'émotions qui composent nos vies, donc, dans cette table ronde, nous allons essayer de répondre avec Asma, je vais essayer de référer, Chérigui, qui est docteur en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lille, ma collègue de Lille Pont-de-Bois. Camille Brandard-Donati, doctorante, Camille à mes côtés, doctorante en sociologie à l'Université de Lorraine, et Stéphanie Durand, doctorante en sociologie à l'Université de Lyon 2. Donc, trois questions qui nous intéressent et pas besoin de les répondre de façon directe, mais qui permettent de diriger un peu cette discussion. Qu'est-ce que fait émotion?
et comment cela impacte le travail de recherche. Deuxième question, comment faire face à des contextes de protection de l'enfance complexes et sensibles, et quels besoins, quelles ressources et quels accompagnements des doctorants. Donc, ces questions font appel à nos sentiments, nos sensations, à ce qui est de l'ordre parfois de l'intime, ce qui parfois n'est pas toujours facile de raconter. Mais lorsqu'on est chercheur, chercheuse, ces sentiments peuvent dire beaucoup déjà de l'objet d'étude, mais aussi de la relation à l'enquête, de la relation aux enquêtés. Comme je dis souvent à mes étudiants, on ne peut pas mettre la subjectivité de côté. Donc, allez, laissez votre subjectivité de côté et soit objectif, neutre, vous voyez bien les choses. Non. De mon point de vue, voilà, et je pense qu'on le partage, on travaille avec cette subjectivité et elle fait pleinement partie de la recherche. Après, bien évidemment, à chacun, chacune, en fonction de vos objets, de ce que vous cherchez, de voir quelle place on lui donne. Et par exemple, au moment d'écriture, etc., mais je pense c'est une réflexion qui est quand même présente tout le temps. Donc, avant de passer la parole à toutes les trois, je voulais vous parler un peu des émotions que j'ai pu ressentir ou celles qui sont restées. Mon terrain est plus ancien, donc qui ont pu rester et auxquelles je pense encore aujourd'hui. Il y a des situations qui ont été marquantes. Donc, comme on a dit, j'ai travaillé sur la question des familles, de la construction des liens dans les familles en grande pauvreté et qui étaient pour la plupart du temps en relation avec l'intervention sociale, pris en charge par une mesure de protection de l'enfance. Même si la protection de l'enfance n'était pas mon objet direct, principal, c'était la pauvreté, je l'ai rencontrée par là. Et ces familles, je les ai vues pendant longtemps. Donc, ce n'était pas un entretien ou deux, mais c'est une démarche ethnographique où je les voyais souvent. Et pendant différents moments, j'ai été dans des soirées, des dîners, j'ai été au supermarché, j'ai été les week-ends, en semaine, à l'hôpital, tribunal, avec les travailleurs sociaux dans les rendez-vous, et puis simplement à la maison où j'étais. Voilà. C'était pas un nombre important de familles, c'était une recherche qui était difficile à construire, surtout parce que j'ai demandé un engagement des gens. Donc, j'ai rencontré 16 familles et pour certaines, je l'ai vu pendant 5-7 ans, 27 ans pour certaines familles. Donc, pour la première question, ce que fait émotion et comment cela impacte le travail de recherche. Donc, très précisément, donc bien évidemment, on vient de dire l'émotion, c'est quelque chose qui touche tout le temps. Donc là, moi, je vais parler des moments vraiment plus forts d'émotion où, et je pense que c'est peut-être l'objectif ici pour nous, c'est où c'est compliqué à gérer, où on se dit, qu'est-ce qu'on fait de ça. Donc, première situation, c'était lorsque j'étais confrontée à la pauvreté forte des enfants. Donc, lorsque j'étais dans des familles où il y avait une forte pauvreté, où je voyais des enfants dans une situation de grande vulnérabilité, et avec les années, certains, je voyais comme ils dégringolaient et comme cette pauvreté s'élisait dans leur corps. Ils perdaient des dents, donc des enfants que j'ai vus petits, 5-7 ans, voilà, 5 ans après, 7 ans après, j'avais l'impression parfois qu'ils avaient pris 15 ans de l'âge. Et c'était très dur de voir ça.
Et à plusieurs reprises, je suis partie, et puis je faisais beaucoup la route parce que c'était dans le nord, mais dans des éloignés, où la question de la mobilité, voilà, posait problème. Donc j'étais souvent en voiture. Et c'était au retour que je pleurais. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être dans la voiture et de pleurer. Et ça faisait aussi en même temps en sas entre la recherche et chez moi. Donc, voilà, c'était des moments douloureux. Et puis, deuxième, un peu différent, deuxième situation que j'avais, voilà, du mal où il y avait une forte émotion, c'était lorsque j'entendais des récits des parents qui avaient eu leurs enfants placés. Et des récits, parfois, lorsqu'ils voyaient ça, surtout lorsqu'ils voyaient ça comme une injustice. Comme une injustice. Et il me racontait l'histoire, et puis il me racontait d'une façon où on voyait que c'était une injustice. Et là, j'étais là, au début, à me dire, mais pourquoi on place ces enfants? Il n'y a pas de logique. Mais l'envie de savoir, de connaître les raisons de la séparation, et aussi à l'époque, et ça c'est la question du contexte dans lequel on est, où certaines choses nous touchent plus. J'étais en train de divorcer et de passer une garde alternée avec mes enfants qui étaient petits, et du coup je les voyais moins. Donc pour moi c'était voilà, quelque chose de difficile. Euh, donc, quoi faire de ces sentiments et comment les travailler? Donc, ils m'ont fait réfléchir sur mon regard sur ces familles, ce qu'on fait. Ils m'ont fait penser aussi à ma position de jusqu'où je suis en train de les regarder avec mes yeux. Donc, de réfléchir à cet ethnocentrisme de classe qu'on a, surtout quand je disais, je trouvais que ces enfants, ça me faisait, j'avais l'impression qu'ils étaient malheureux et que c'était triste et que j'ai dit, mais attends, tu regardes avec tes yeux, essaye de voir ce qu'ils vivent et ce qu'ils racontent. Et est-ce qu'ils sont vraiment tristes? Est-ce que, à quel moment il y a la tristesse? Est-ce qu'il y a des moments? Et puis, je commençais à voir aussi des enfants qui souriaient, qui jouaient, qui étaient pleins de vie. Donc voilà, sortir de l'ethnocentrisme de classe, de les regarder avec mes yeux, mes attentes et ma façon de dire, c'est pas ça la vie, je pense, pour un enfant. Mais ces sentiments aussi, ils ont été des formes d'empathie avec les enquêtés. Parce que, par exemple, à plusieurs moments, quand quelqu'un racontait quelque chose et que la mère pleurait, j'ai pleuré un peu avec, j'étais émue, j'étais sans complètement, mais c'est une empathie qui se construit aussi, de laisser ses sentiments aller, on essaye de contrôler un peu parce que ça gêne aussi, mais c'est comme ça, on est touché et ça trouve aussi une forme d'humanité qui est importante. Donc j'ai jonglé, et là je passe un peu à la deuxième question. Donc comment faire face à des contextes de protection de l'enfance complexes et sensibles. J'ai jonglé aussi sur une posture sur le terrain qui oscillait entre une proximité et une distanciation. Donc j'ai oscillé entre ce que j'ai appelé une proximité professionnelle, entre guillemets, et une proximité spontanée, ainsi qu'entre une distance professionnelle et une forme de distance spontanée. Je m'explique. Donc la proximité, elle était nécessaire pour comprendre de façon approfondie ou profondément une partie de la vie de ces personnes, à partir d'un discours qui était libéré des contraintes institutionnelles et la peur d'être jugé, de sortir peut-être d'un rôle d'un travailleur social, etc. Et ça a mis du temps. Donc,
proximité, elle était importante, elle était stratégique aussi, mais à cette proximité professionnelle un peu du chercheur qui doit être proche pour avoir quand même des informations, il y avait des formes de ce que j'ai appelé proximité spontanée, où j'étais moi-même avec une posture chaleureuse, informelle. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais peut-être un peu. Je suis d'origine brésilienne et là-bas, on tutoie rapidement les gens, on fait la bise, donc du coup, voilà, avec le temps, on a construit vraiment des relations où on se touchait, on se serrait, et je retrouvais cette chaleur des classes populaires qui me va, voilà, à laquelle je suis habituée. Donc, on a beaucoup ri, on a été émus ensemble, donc des liens sont nés de ce partage. Donc, la distance, donc dans cette oscillation de relation, donc cette distance professionnelle, donc est plutôt en lien avec une posture sociologique. Je devais quand même être en capacité de poser des questions pertinentes pour la recherche, d'analyser mes observations. Donc, j'ai dû quand même prendre du recul vis-à-vis de certains récits malheureux, comme j'ai dit tout à l'heure, concernant les décisions de justice, surtout lorsque cela concernait un placement. Donc, cette incompréhension de la décision de placement a été parfois inconfortable, mais je me suis dit, et puis j'ai quand même pris sur moi en disant que ce n'était pas mes attributions de sociologue de juger ce que, voilà, un placement est bien ou pas bien. Voilà, c'était pas à moi, et d'ailleurs, je n'avais pas toutes les informations pour évaluer la justesse de la décision des juges et puis le travail des travailleurs sociaux. Je n'étais pas là non plus, parce qu'on parle beaucoup parfois des personnes concernées, on ne va pas les juger, mais bien sûr, voilà, les professionnels aussi, je ne suis pas là pour juger le travail, je suis là juste pour regarder, observer et essayer de comprendre. Ils ont voyé aussi donc, une distance, aussi une forme de distance que j'appelais distance spontanée, qui visait à préserver toutes les personnes concernées dans cette relation particulière qui est la relation d'enquête. Je regarde l'heure et je vais terminer bientôt. Je ne voulais pas, donc, distance spontanée qui concernait quand même tout le monde. De mon côté, je ne voulais pas que mes enquêtés se sentent trompés par une trop grande proximité, car je savais qu'un jour j'allais partir. Donc, j'ai résisté, par exemple, à certaines demandes des enquêtés, et souvent ils voulaient rencontrer mes enfants. Où ils voulaient que je prenne leurs enfants un week-end pour passer quelques journées ou que je devienne leur marraine. Donc, je comprends tout à fait leur demande et c'était légitime de leur part de vouloir aller plus loin dans la proximité pour certains. Et moi-même, j'avais envie. Bien sûr que j'avais envie d'être marraine de certains enfants que j'ai vu grandir quand même d'une certaine façon. Mais j'ai senti que là, c'était une limite à ne pas franchir. Et ces limites aussi ont été posées par eux et à diverses reprises. Donc, Olivier Schwartz, qui a écrit sur le monde privé des ouvriers, raconte bien ces limites posées. Donc, il va parler des portes fermées, des rendez-vous manqués, des réponses évasives, des paroles obstinément limitées à la pluie et les beaux temps. Donc, même si parfois c'était difficile de refuser le rendez-vous, parce que j'arrivais avec les éducateurs, les travailleurs sociaux, donc on voyait qu'Olivier Schwartz, c'était le deuxième rendez-vous qui était le plus difficile et qui, à ce moment-là,
j'ai trouvé beaucoup de portes fermées et des gens que ne voulaient pas vraiment me rencontrer. Ma présence était dérangeante parfois, j'ai suscité parfois plus de gêne que de sympathie ou de curiosité. Donc, je sentais cette ambiguïté et il me faisait sentir aussi. Je voyais quelques enquêtés qui étaient au départ très motivés et qu'on abandonnait la recherche. Rapidement, ils enquêtaient. C'était un entretien avec un couple où, à la fin de l'entretien, son mari la pousse à parler, à raconter les violences conjugales qu'elle avait subies avec un autre compagnon. Elle était très émue, très gênée de parler de ce moment-là. Et puis, devant deux témoins, ce n'était pas trop son choix. Donc, après cette rencontre, elle n'a plus voulu me revoir en disant qu'elle a manqué de disponibilité. Mais voilà, sa décision ne m'a pas surprise. Voilà, c'était une façon de se protéger d'une forme d'exposition. Et les distances aussi étaient sociales et elles étaient repérées aussi par les enquêtés. Donc, j'avais des remarques sur ma grosse voiture, sur mon travail à l'université, même si parfois il y avait une fierté d'avoir quelqu'un de proche qui était à l'université. Donc, on a pu construire des choses dans cette ambiguïté, mais voilà, on voyait que ces différences existaient. Donc, si, pour ne pas être longue, voilà, je passe à troisième question. Donc, les besoins, peut-être moi j'en ai moins, mais là, ça serait une question plutôt pour vous. Donc, l'important, c'est d'échanger sur ces sentiments et comment transformer les émotions en apport pour la recherche et quelque chose vraiment un apport et pas quelque chose qui décourage la recherche. Donc, quelque chose qui ne fait pas trop mal, mais qui fait avancer et qui, moi, il y a eu beaucoup de moments où j'ai voulu abandonner, où je ne voulais plus aller sur le terrain. C'était dur, j'ai trouvé dur. Et parfois, quand j'étais à distance, revenir, c'était coûteux. Et là, voilà, parfois, je pense qu'il peut y avoir des découragements, même si quand on y était, j'étais contente d'y être aussi. Voilà, ça oscille et puis à discuter, mais la part, voilà, de la présence du directeur de thèse ou pas, etc. Je pense que ce sont des choses à discuter. Donc, on va tout de suite passer à vous. Donc, on commence par Asma. Donc, il y aura les trois interventions et ensuite on discutera. C'est bien comme ça. Merci. Merci du coup, Vanessa, pour cette présentation. Je vais commencer par remercier aussi l'ONPE pour cette journée riche et enrichissante et aussi pour nous donner l'opportunité de pouvoir communiquer. Alors, je vais commencer par situer ma recherche. Donc, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse depuis plusieurs années, j'ai rencontré et accompagné de nombreux adolescents. J'ai régulièrement été confrontée à des jeunes aux difficultés multiples et qui avaient du mal à sortir, pour certains d'entre eux, d'un parcours de délinquance. J'ai ainsi décidé de m'intéresser aux sorties de délinquance par le processus de désistance, donc dans le cadre de ma thèse doctorale. Le questionnement autour du rôle et de l'efficacité de la relation éducative proposée par les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse pour aider les jeunes à sortir de leur trajectoire délinquante occupait une place centrale. Pourquoi certains parviennent-ils à s'en sortir et d'autres pas? Pour ceux qui sont parvenus à s'en sortir, comment ont-ils fait? Que leur a-t-on proposé? Selon certains professionnels, ces jeunes présentaient des caractéristiques de résilience. Ils devenaient alors un concept clé du processus que je voulais observer. En transformant le questionnement, je souhaitais d'abord penser ma pratique autrement que par mes propres ressentis et arriver à une meilleure compréhension des situations rencontrées. Donc ma motivation, puiser ses origines dans mon expérience professionnelle.
La désistance et la résilience se sont alors imposées comme concept à étudier et approfondir dans le processus de délinquance. L'enjeu était de comprendre comment les deux notions, désistance, résilience, pouvaient participer aux sorties de délinquance pour apporter des éléments de réponse à la question suivante: comment se met en place le processus de désistance auprès des jeunes qui sont suivis dans le cadre d'un accompagnement auprès de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, mes orientations de recherche sur la désistance étaient donc indissociables de mes points d'attache institutionnels. Cerner les mécanismes de sortie de délinquance est une tâche éminemment complexe, tant les trajectoires sont singulières et subjectives. Il s'agissait d'identifier les sources et les ressources qui interviennent de manière efficiente et positive dans les parcours de 9 jeunes hommes que j'ai rencontrés pour les besoins de ma recherche. Donc, par une approche interactionniste, j'ai tenté de comprendre le désengagement des adolescents. Mon choix méthodologique s'est orienté vers l'approche biographique. La reconstitution de l'histoire de vie en plusieurs fois, 3 voire 4 rencontres avec chaque individu ont été nécessaires, et l'étude approfondie de leur parcours a permis d'identifier les mécanismes de production et de reproduction de la délinquance, puis de repérer les contextes favorables au changement, en observant notamment si leur relation éducative a joué un rôle dans ces sorties. Mon ambition était de montrer les étapes marquantes et significatives dans les trajectoires des jeunes que j'ai rencontrés en les mettant en relation avec le processus psychologique tel qu'il est proposé par la résilience. Souvent confondu, un des déplacements opérés consistait à préciser le statut de ces deux processus, résilience, désistance, pour arriver à l'idée que la désistance constitue l'objet en ce qu'elle peut être observée dans l'espace social, et la résilience, sans pour autant bien évidemment affirmer qu'elle est la seule, constitue une de ces variables explicatives particulièrement reliées à l'expérience subjective du jeune et le processus qu'elle suscite. Donc, à travers ces tables rondes, il est tenté d'apporter une réflexion, pour ne pas dire des réponses, aux questions qui nous intéressent en vous partageant mon expérience. Pour répondre à la première question, alors, moi, je me suis appuyée beaucoup sur l'œuvre de Goffman, voilà, donc pour en citer 2, les rites d'interaction ou la mise en scène de la vie quotidienne, pour penser mes rencontres. Donc, j'ai été attentive à l'ordre de l'interaction pour mener mes rencontres. Et j'utilise volontairement le terme de rencontre et non pas d'entretien. Donc, toutes nos rencontres ont eu lieu dans un endroit neutre, souvent autour d'un café, d'un repas ou d'un petit déjeuner, afin que la parole soit plus libre. Je souhaitais véritablement rendre ces moments de face à face les plus ordinaires possibles, sans qu'ils ne soient vécus comme des intrusions, voire des interrogatoires pour les jeunes que je rencontrais. Les signes du visage et du corps forment une scène qui montre l'émotion. Chaque intervention de ma part était mesurée et réfléchie, puisque chaque élément est interprété par l'autre. Pour exemple, un jeune qui me raconte une anecdote me fait remarquer une de mes expressions située au niveau des yeux, en me demandant en souriant: ça te choque ce que je te dis? Alors, ce commentaire m'a surprise, puisque je n'avais pas de conscience d'avoir réagi à l'événement rencontré. Donc, bien sûr, il est illusoire de croire que nous sommes totalement dans le contrôle de soi, mais il s'agissait surtout de porter une certaine attention à mes émotions. Lorsqu'un jeune me raconte les violences de son père, cela a provoqué de la compassion, de la tristesse chez moi. Il raconte, je cite: mon père, quand il frappait, ce n'était pas des simples coups. Ça pouvait être avec des objets, comme la ceinture, et avec le bouclier de la ceinture. Donc, c'est des traces incessantes sur le corps, des bleus. Il a déjà jeté mon frère dans les escaliers. Ou Marc, qui m'évoque la mort par noyade de son ami alors qu'il en est témoin. Ou Quentin, qui m'explique l'abandon de sa mère, car, je cite, elle ne voulait plus de moi et elle a fait le dossier pour me placer. Nicolas, qui me raconte la maltraitance physique de son père, mais aussi des sentiments plus joyeux. Nicolas, toujours, qui me raconte en souriant et plein d'étoiles dans les yeux tout l'amour qu'il éprouve pour sa fille. Donc, il n'était pas question de rejeter ces émotions et ces sentiments, mais de les contrôler au mieux. Je me suis constamment rappelé la perspective théâtrale de Goffman et ce qu'il nomme l'idiome rituel, qui renvoie au vocabulaire du corps, des gestes, des intonations, des mimiques, de la voix, etc. Cela permet d'apporter une réflexion sur son propre comportement et ses différentes impressions en situation de face à face. Il s'agissait surtout de prendre conscience de ma propre image, car celle-ci est fondamentalement traduite par l'autre. Je fais la transition avec la deuxième question. Alors, comme j'explique dans mon propos introductif, je suis éducatrice à la PJJ,
L'institution me reconnaît non pas comme chercheur, mais comme la professionnelle appartenant à cette institution. Je n'ai pas cherché à abandonner ma fonction d'éducatrice, mais il a été nécessaire de réfléchir à ma propre implication en situation d'entretien. En tant que praticienne-chercheur, terme que j'emprunte à Catherine Delavergne. Donc cette appellation correspond parfaitement à ce que je suis, une professionnelle et une chercheur qui a mené sa recherche sur le terrain professionnel. Cette expression de praticien-chercheur renvoie donc à une double identité dans laquelle je me reconnais. Cette tension entre les deux me tiraillait. Je m'interrogeais sur la manière de faire de la recherche avec un public que je connais bien. Puis, l'apport théorique m'a permis d'appréhender ma position plus sereinement. Il ne s'agissait pas de faire un choix ou de revendiquer l'un ou l'autre rôle, mais de considérer les deux aspects qui me constituent d'une interaction entre ces deux dimensions. Ma pratique professionnelle constitue le poids de part de ma recherche. J'ai puisé dans mes ressources professionnelles pour repenser mes rencontres biographiques. Les situations d'entretien me sont familières, mais le cadre d'intervention diffère. Dans l'exercice de ma fonction, il est coutume de réaliser des rencontres avec les adolescents pris en charge. J'ai souvent été confrontée à des adolescents qui montraient quelques réticences à s'exprimer, dues à l'espace interactionnel, pour reprendre le propos de M. Goffman, dans un bureau, dans l'institution, dans lequel ont lieu ces rencontres, et ce qu'ils représentent également comme enjeu. La position du chercheur m'a aidé en tant que professionnel à prendre du recul par rapport à mon objet de travail, le questionner et le problématiser. Inversement, ma position de professionnel a nourri l'intuition du chercheur, doctorante, que j'ai été par la connaissance du terrain, des acteurs et des dispositifs. Il s'agit donc d'une interaction entre les deux qui se nourrissent, puis d'observer les réactions à ma propre application pour prendre conscience de ma position épistémologique. Puis, j'ai emprunté les outils de Carl Rogers, on évoquait ce matin en atelier, qui a nourri le développement de la réflexivité pendant les situations de rencontre. Son œuvre m'a intéressée puisqu'elle est précisément centrée sur le vécu concret de la relation au cours de l'interaction. Il met en place une théorie de la posture d'entretien qu'il nomme l'approche centrée sur la personne, l'ACP. Cette méthode est orientée selon diverses questions que l'on doit se poser avant chaque entretien. Suis-je authentique? Ai-je assez de sécurité intérieure pour laisser l'autre libre? Puis-je apporter à l'autre la sécurité dans notre relation, sans jugement ni évaluation? Cette place importante est ainsi accordée à la personne. L'approche s'inspire de bienveillance et d'empathie indispensables qui suppose un engagement permettant d'accepter l'expérience de l'autre. Cette attitude est nécessaire pour créer un climat propice à la narration et à la compréhension de l'autre, mais aussi dans l'appréhension de ses émotions. C'est pourquoi il a été fondamental en amont de travailler sur soi, sur moi, d'apprendre à m'écouter. Plus je suis en capacité de m'écouter, et plus j'étais en capacité d'écouter l'autre sans jugement de valeur. Raconter son récit est une manière de le comprendre autrement. Il n'engage pas simplement l'individu, mais également la chercheure que j'étais. Même si je suis guidée par des considérations rationnelles, on ne peut taire que ces considérations ne soient déterminées par nos ressentis ou nos sensibilités lors des interactions. L'écoute des récits a provoqué certaines émotions, comme je le disais, mais je suis parvenue à contrôler mes émotions grâce à ces outils. Et je fais la transition avec la troisième question, c'est trop longue. Alors, la soutenance, je voulais revenir sur cet élément-là parce que ça paraissait assez important d'évoquer. La soutenance de thèse, c'est le moment de consécration, finalement, de délivrance à la fois. C'est l'occasion de présenter ses résultats de ces longues années de travail et de défendre sa thèse devant un jury de professionnels, mais aussi devant son ou ses directeurs de thèse. Je voudrais partager ici avec vous une impression qui s'est révélée et manifestée à la suite de nombreuses discussions entre thésards. Le doctorat se caractérise par des étapes et des obligations auxquelles nous sommes soumis, notamment, on disait tout à l'heure, la validation des modules prescrits par l'école doctorale. La participation et la validation de ces modules sont la condition pour soutenir. En outre, la thèse peut facilement être associée à un rite de passage. Cette réflexion m'est apparue à la fin de mon travail. Il faut dire qu'avant ce moment d'achèvement de la thèse, l'opportunité de penser à autre chose que la recherche ne s'était pas réellement présentée. La thèse comporte son lot de sentiments, d'émotions, aussi contradictoires soit-il que nous pouvons fuir. Elle présente indéniablement une solennité avec l'exercice de la soutenance. Elle représente un challenge intellectuel et psychologique. Elle m'a fait sortir de ma zone de confort. En tant que professionnel, chercheur,
La motivation, l'adaptation et l'organisation ont été les maîtres mots pour avancer. Plusieurs sentiments, une sorte d'ascenseur émotionnel, pour reprendre le propos de certains de mes pères doctorants. Angoisse, frustration, exaltation, satisfaction, tout à la fois parfois, m'ont accompagné dans ce travail que l'on croit réaliser seul. Alors, je fais le choix du verbe croire, car la présence des directeurs, les regroupements en séminaire, de laboratoire et de doctorat crée cet espace de parole fondamental qui fait beaucoup de bien. J'ai apprécié cette autonomie dans la recherche, mais parfois on éprouve une sensation de solitude, il faut bien se l'avouer. J'ai longtemps pensé qu'une thèse était l'aboutissement de quelque chose. Je me rends compte maintenant qu'elle n'est pas une fin en soi, mais un début. Elle est certes une production scientifique, mais sa réalisation est un travail de plusieurs années, mené en parallèle de mon activité professionnelle, de ma vie personnelle, jaugeant entre elles pour trouver un certain équilibre. J'ai régulièrement entendu le propos suivant: va falloir mettre ta vie de côté, c'est la fin des vacances, des sorties, tu vas devoir faire que la thèse. Il faut se connaître pour tenir le rythme, c'est la règle d'or. Connaître mes points faibles et mes points forts, comment gérer mon stress, la pression ou la fatigue ont été fondamentales. Ce sont des aspects de ma personnalité qu'il a fallu que je maîtrise. Le rythme en doctorat est un rythme très particulier, qui s'accélère, qui ralentit en permanence et sans prévenir. Ainsi, savoir gérer la pression et non pas la refouler, car je l'ai ressentie en permanence, était fondamental. La pression de bosser seul, la pression de faire une belle découverte en recherche, la pression d'analyser correctement mes résultats. En revanche, il me fallait des garde-fous. Circonscrire des limites dans le travail de thèse était indispensable. Je me suis autorisée à poursuivre mes activités prédoctorales, voyages, sport, sorties, moments en famille, nécessaires à mon bien-être physique et psychologique pour mieux avancer dans mon travail de recherche. Certes, la thèse a pris une place importante dans ma vie, il n'est pas question de la nier. Elle m'a accompagnée dans la joie comme dans la peine. Ainsi, je l'ai vécue et ressentie comme étant une partie de moi. Elle n'est plus seulement le fruit d'une réflexion, mais elle est devenue un accomplissement personnel. Nous avons cheminé ensemble. J'ai vécu la thèse comme une véritable expérience. Merci. Donc moi, je suis encore en pleine émotion, donc je n'ai toujours pas soutenu, mais en deuxième année de thèse. Je suis donc en contrat doctoral à l'Université de Lorraine, au laboratoire Tétras à Nancy. Avant, il y avait un laboratoire à Metz et un autre à Nancy, mais si vous seriez, on va dire, du Nord-Est, il y aura toujours une rivalité entre Metz et Nancy. Cela dit, pour orienter un petit peu ma recherche, donc moi, je travaille sur l'attentivité des professionnels, donc leur expertise en protection de l'enfance, et notamment par rapport à un objet qui est celui de la prostitution des mineurs. Donc, je vais essayer de regarder comment, quelque part, ils vont repérer ces situations dites pré-prostitutionnelles ou à risque, ou alors prostitution avérée. Comment va s'opérer les signalements aussi à la suite de ces situations, ces repérages, et également à décrire les formes de vigilance, les indices et aussi les repères, certaines prises mobilisées par ces professionnels-là. Donc, ça peut être des biens ostentatoires, des fugues, des changements de comportement et des changements vestimentaires aussi. Donc la thèse, elle va également venir, je l'espère, s'intéresser aux personnes concernées, car c'est toujours bien intéressant, comme on l'a vu ce matin, d'avoir comment dire, aussi le discours de ces personnes usagées. Là, je m'orienterai plus du coup à observer leurs pratiques, leur expérience et leur parcours, ce qui va procurer aussi à la recherche une dimension un petit peu plus générale, orientée autour de la sociologie de la sexualité, mais aussi des âges, comme on a pu le voir ce matin, des pratiques sexuelles, de la pornographie et même du rapport au corps. Donc moi, la méthodologie ici, elle n'est pas ethnographique, elle est vraiment qualitative. On est sur de la sociologie un peu basique, sans la dénigrer, mais c'est vrai que moi, je vais vraiment être dans l'entretien avec les professionnels, entretien semi-directif. Pour l'instant, je me dis 50. Je verrai bien par la suite en termes de temps. Et le terrain d'enquête aussi, il est assez varié. Donc, quand je dis protection de l'enfance, je vais être à la fois dans des MEX, donc ce que j'ai appelé milieu fermé, mais aussi dans le milieu ouvert, donc là, AEMO, AED. Et en Moselle, on a aussi d'autres dispositifs comme le CERAD ou bientôt l'AEMO renforcé. Le CERAD, par exemple, ça va être une intervention un petit peu plus flexible à domicile que l'AEMO, qui est sur une intervention toutes les 3 semaines. Le CERAD, lui, permet, par exemple, il y a une professionnelle qui m'a dit: moi, je suis intervenue 20 fois pendant une semaine. C'est un autre type de dispositif. Vous pouvez vous renseigner, il y a tout sur le site du département. Une fois cela dit, concernant les émotions,
Donc encore une fois, là, moi, je suis vraiment pour l'instant auprès des professionnels, donc je peux seulement vous apporter ces éléments, on va dire, de constatation. Donc j'ai à la fois sur le terrain, mais en même temps par rapport à mon objet, qui est un objet assez particulier parce qu'on parle de prostitution. Sur le terrain, déjà, ce qui peut faire émotion aux professionnels, mais aussi me faire émotion, ça va être leur récit. Forcément, ils vont me parler des parcours de ces mineurs-là, qui sont confrontés ou non au phénomène prostitutionnel. Je dis ou non parce que des fois, on a du mal à qualifier qu'il s'agit d'une situation de prostitution. Donc, c'est des récits de vie, on va dire, que je qualifie en miroir, c'est-à-dire raconter ces histoires de malheur, hein, si on reparle un petit peu de Goffman, puisque je vois qu'on l'aime bien aujourd'hui. Et c'est également écouter aussi leurs rapports qu'ils peuvent avoir avec des questions liées à l'intimité, à la sexualité, les différentes justifications aussi qu'ils vont amener par rapport à leurs pratiques, des justifications qui peuvent être de l'ordre éthique, de l'ordre moral, juridique ou même institutionnel. Et dans le cas de ces limites institutionnelles, je sens aussi des fois une certaine tension de ces professionnels-là. Ils ressentent une tension au sens où ça peut vite, on va dire, ces entretiens se présenter comme un sas d'analyse des pratiques professionnelles. On en a parlé un petit peu ce matin, mais c'est vrai que voilà, ils me racontent un petit peu leurs limites qu'ils rencontrent dans le cadre institutionnel. Notamment dans le cadre de la protection de l'enfance, des fois ils sont entre culpabilité et responsabilité, entre éducation et protection. Et donc toutes ces tensions-là, je les ressens dans le cadre de l'entretien, ce qui nourrit également mon entretien, mais je dois toujours faire un petit peu attention, si on parle une fois de posture, à toujours recentrer un petit peu l'entretien pour ne pas les conforter ou alors au contraire les déstabiliser dans leur discours, dans leur position, dans leur pratique. Je n'ai pas à donner mon avis sur est-ce que c'est une bonne pratique ou non, et des fois ils sont un petit peu en attente que je valide un petit peu leur positionnement. Il y a également une impuissance, ça je le ressens beaucoup, une impuissance notamment due au phénomène prostitutionnel, pardon. Pour reprendre une citation, on n'a pas de prise. On n'a pas de prise sur les jeunes, on n'a pas de prise sur ce qu'elles font, on n'arrive pas à les retenir. Et en fait, la prostitution, c'est un phénomène que je qualifie de polymorphe un petit peu, c'est-à-dire à la fois par ses pratiques. Il y a un brouillage des pratiques, on ne sait pas, les professionnels me disent oui, c'est une sexualité dite à risque, pardon, mais qu'est-ce qu'ils entendent par une sexualité dite à risque? Des comportements aussi à risque, des mises en danger concernant la sexualité, mais aussi c'est un phénomène qui est de plus en plus invisible, avec l'utilisation forcément des réseaux sociaux. Donc voilà, c'est vraiment ce phénomène-là qui va accentuer le sentiment d'impuissance. Et c'est vrai que de nombreux professionnels sont aussi en demande quand j'interviens, on va dire, pour réaliser des entretiens avec eux. Ils me disent, est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments de connaissance sur ce phénomène-là? Et c'est vrai que ce n'est pas vraiment mon rôle en tant que chercheur de leur faire une formation sur le moment sur ce qu'est le phénomène professionnel, ou alors leur dire, il existe tel ou tel outil. Donc des fois, voilà, je reste aussi humaine et j'ai aussi connaissance un petit peu de ce qui se fait. Il y a beaucoup de travaux qui se font sur la question de la prostitution. C'est un peu, on va dire, un sujet en vogue. On va dire, on est en train de construire un petit peu cette politique publique autour de la prostitution, notamment chez les jeunes. Et c'est vrai que j'essaye de prendre toujours un petit temps avec eux à la fin pour pouvoir, on va dire, les aiguiller ou leur donner quelques billes. Voilà, vous pouvez aller voir notamment, je sais qu'il y a Paris. C'est, on va dire, une certaine plateforme où certains professionnels peuvent se rencontrer lors de webinaires pour échanger sur leurs pratiques, ce qui leur permet aussi d'avoir ces outils-là. Enfin, sur le terrain, il y a aussi la résistance de certains professionnels quant à ma venue. Donc, j'envoie toujours un petit mail, bonjour, je me présente, hein, parce que moi, je ne suis pas dans le cadre d'une cifre ni dans un autofinancement, mais j'arrive vraiment avec une étiquette d'universitaire et académicienne. Et certains professionnels me disent non, non, on n'a pas de situation de prostitution chez nous. Bon, très bien. Mais des fois, ça me pose aussi question. Pourquoi ils me disent ça? Est-ce qu'ils essayent de cacher quelque chose ou pas? Il y a aussi, moi, comment je m'y prends? J'envoie souvent des mails directement à la direction, parce que je connais un petit peu le fonctionnement, on va dire, de ces institutions départementales où c'est très hiérarchisé. Donc, j'envoie déjà un premier mail à la direction ou au chef de service qui, eux, ensuite m'orientent vers certains professionnels. Et souvent, il est vrai que certaines directions me demandent mes guides d'entretien avant de pouvoir m'entretenir avec les professionnels. Donc moi, on va dire, ça me pose aussi des fois question. Donc là, on serait plus sur une émotion de l'étonnement. Donc on voit que les émotions, c'est pas forcément ici dans quelque chose de dramatique par rapport à une situation professionnelle, mais vraiment, voilà,
Là, c'était pour vous faire part un petit peu de toutes ces émotions des professionnels qui peuvent aussi me faire émotion chez moi, dans mon travail de recherche, et ce que ça peut induire aussi dans le travail de recherche. La principale émotion, je l'ai gardée, on va dire, pour la fin dans cette première question, c'est vraiment la question du rapport à l'objet. La position du chercheur, en fait, par rapport à cet objet qui est qualifié d'objet sale, pour reprendre Lilian Mathieu dans ses travaux sur la sociologie de la prostitution, c'est un des seuls qui bosse sur cette question-là. Parce qu'en fait, la question de la prostitution, elle soulève aussi d'autres questions, notamment celle de la sexualité et des âges, hein, si on parle de la prostitution des mineurs. Il y a aussi des effets de politisation d'un objet comme celui-ci. J'en parlais un petit peu ce matin. C'est vrai qu'il y a différents discours qui entraînent celui de la prostitution. Il y a maintenant ce qu'on appelle le STRAS avec les travailleurs du sexe, travailleuses du sexe. Il y a aussi des discours abolitionnistes. On voit en fait que le phénomène, il est vraiment politisé. Et c'était au début, on va dire, moi, très complexe de pouvoir pas me situer, mais je me disais, bon, quelle, pas appartenance, mais comment je dois voir cet objet-là, comment je dois le prendre aussi. Donc, c'était très nouveau, moi, on va dire, dans ma position de chercheuse. C'est vrai que j'en ai beaucoup aussi parlé avec mon prof, avec mon directeur de thèse, anciennement mon prof, oui, forcément. Mais voilà, c'était pas un jeu de négociation, mais il essayait aussi de me situer voilà, dans un discours neutre et objectif, ne pas prendre parti d'un positionnement politique ou d'un autre. Donc, il était essentiel de prendre du recul. Et pour prendre du recul, j'en en parlais un petit peu ce matin, c'est vraiment dans les lectures que j'ai réussi, on va dire, à gérer cette complexité dans la recherche. Donc, notamment autour des lectures en lien à la sociologie de la sexualité, pour reprendre un petit peu Michel Boson, Isabelle Claire ou même Nathalie Bajos, ou même sur la sociologie des âges avec Juliette Rennes. C'est très intéressant. Et en fait, ça m'a vraiment permis de faire ce pas de côté et de me dire, OK, donc, quand on parle de pratiques sexuelles, de quoi on parle? Parce qu'il faut savoir que voilà, la sexualité, hein, c'est situé et institué socialement, culturellement et historiquement. Donc, il était vraiment essentiel pour moi, en fait, de mettre toutes mes valeurs et peut-être mes croyances de côté pour me former, parce qu'on est aussi en doctorat et c'est, à mon sens, une formation de tous les jours. Et également, voilà, me baser sur des travaux pour aussi asseoir une certaine position après dans ma recherche en tant que chercheuse. Il y a également l'intimité soulevée voilà, par les questions de sexualité qui vient interroger les pratiques, les représentations de la sexualité de chaque personne, mais aussi celle du chercheur, hein, parce que forcément, là, un peu dans le subjectif, mais on a tous nos pratiques et nos rapports à la question de la sexualité qui est souvent un sujet dit tabou. Qu'est-ce qu'on va considérer comme une bonne ou comme une mauvaise pratique? Pour la question 2, du coup, comment faire face à ces contextes en protection de l'enfance? J'espère ne pas trop être, on va dire, à côté de la plaque. Mais voilà, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai ressenti aussi la question. J'ai eu, on va dire, une première expérience dans le champ de la protection de l'enfance, ou une double. J'ai une maman, du coup, qui a été TS, je suis dans une forme de reproduction sociale. Et du coup, elle a bossé dans beaucoup de politiques sociales, dont celle de la protection de l'enfance. Donc, j'étais un petit peu immergée dans ce monde-là. J'ai une première forme de socialisation, on va dire. Ce qui m'a beaucoup aidé, on va dire, à prendre de la hauteur sur ces parcours qui sont très complexes et aussi des discours qui sont très compliqués à recevoir. Puis ensuite, après la fac, du coup, j'ai été chargée de mission de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance en Moselle. Et on avait mené, du coup, une première étude exploratoire sur la question de la prostitution. Donc, on va dire que c'était une sorte de diagnostic territorial. Et c'est vraiment, on va dire, les prémices de cette recherche-là, où j'ai vraiment à la fois compris un système que je connaissais très peu, qui est celui de la prostitution, comment ça se mettait en place à l'extérieur de l'institution, mais aussi au sein des institutions. Et aussi, tout simplement, comprendre une institution comme celle d'un conseil départemental, d'une direction enfance-famille. Et c'est vraiment cette prise de conscience de ce milieu professionnel qui m'a permis une meilleure compréhension en fait, des différents aspects à la fois techniques, juridiques, institutionnels, politiques ou même financiers. Il y a également les limites qui sont liées à mon terrain. Là, c'est une émotion qui est là, très actuelle. Je suis un petit peu frustrée, on va dire, de ne pas pouvoir, on en parlait un petit peu ce matin, par rapport à tous ces freins qui peuvent être mis en place à l'université, notamment la question de l'éthique. C'est vrai que dans un premier temps, moi, je voulais à la fois interroger directement l'expertise des professionnels, mais aussi faire de l'immersion dans des mecs pour pouvoir interroger l'expertise de ces jeunes-là et voir leur rapport à la sexualité et autres. Et tout de suite, en fait, on m'a dit non, ça va être compliqué.
ça va peut-être être, je suis désolée du mot, mais un peu casse-gueule. Donc, il va falloir, si tu veux aller interroger ces jeunes-là, voilà, avoir une position éthique et aussi faire un rapport au CPP, au comité d'éthique, etc. Ce qui demande aussi beaucoup de travail, ce qui demande beaucoup de temps, c'est très chronophage. Quand on est financé, quand on est un contrat doc, on a 3 ans de financement. Donc là, en fait, ça a avéré le fait, ben, il y a une limite au terrain, je vais devoir utiliser une certaine stratégie et contourner, on va dire, cette limite. Donc actuellement, on va dire que j'envisage de pouvoir interroger des personnes qui sont récemment majeures, qui ont pu être dans des systèmes professionnels ou connaître une certaine expérience professionnelle, qu'elle soit occasionnelle ou ponctuelle. Et donc, un premier ciblage, là, je pense, et avoir vos retours aussi, on est là pour ça, sur cette question-là, mais avoir un premier ciblage de la part des professionnels pour m'emmener vers ces jeunes-là, poser aussi les conditions nécessaires à un entretien, donc me présenter en amont, peut-être me présenter au téléphone ou alors en SMS ou en face à face, peu importe l'interface, mais ce qui pourrait les mettre dans, on va dire, dans un lieu sécurisant et éventuellement ensuite voir où je vais réaliser cet entretien-là. Mais c'est vrai que je vais prendre des dispositions qui vont permettre à la personne de pouvoir s'ouvrir, on va dire, sur des questions qui ne sont pas ça. Voilà, pour en parler. Les besoins et les ressources. En troisième point, besoins et ressources. Besoin d'avoir une bonne psy ou un bon psy. Non, c'est vrai qu'avoir faire un travail thérapeutique à côté, c'est toujours chouette. À la fois, tout simplement dans le processus du doctorat, parce que, encore une fois, oui, on est seul, et oui, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. On en parlait tout à l'heure, c'est un marathon, c'est un peu ça. Donc, il faut être très endurant. Et puis aussi, c'est vrai que ces questions liées à la sexualité, à travers mes lectures, je me suis dit, wow, il y a plein de choses qui ressurgissent. Comment, en fait, j'arrive, comment je prends ces choses-là, comment je les intellectualise et j'ai des fois, par moments, un petit peu peur que ça se sente aussi dans mon travail de recherche et que ça enlève une certaine neutralité. Donc, j'essaye, on va dire, de travailler ça aussi avec mon directeur de thèse. Hein, je lui en fais part. Et c'est pour ça que j'appelle ça un travail de partenariat avec lui. Comme ça, on n'a pas cette sensation et cette domination de sachant et profane. Là, on est vraiment sur un partenariat. Donc, c'est aussi plaisant de pouvoir en parler avec quelqu'un qui nous soutient et on fait des points aussi réguliers parce que ce n'est pas une thématique facile. Et en termes de ressources aussi, ben, voilà, il y a tous les autres doctorants, on va dire, du labo. Ces moments aussi qui nous permettent de parler en pleine sincérité. Et ça, je vous avoue que ça fait beaucoup de bien de dire les choses telles qu'elles sont, sans prendre des pincettes. Et aussi de pouvoir parler de son ressenti dans des contextes, dans des milieux qui ne sont pas simples. Voilà, c'est tout ce que je pourrais apporter. J'espère qu'en termes de temps, ça va. C'est parfait. Bah, parfait. Vous êtes même en avance. En avance. Ah bah, alors. Si vous voulez dire encore 3 mots, non, je plaît. Non, mais c'est parfait, merci. Donc, Stéphanie, pour l'instant. Merci. Merci à l'NPE pour l'invitation et aussi merci pour l'animation de ce réseau. Parce que je trouve que rien que la journée d'aujourd'hui, c'est juste génial de pouvoir rencontrer des gens qui sont d'autres universités, pas forcément de la même que la nôtre, et se dire qu'au national, on ressent les mêmes choses, pour le coup. Du coup, pour commencer, je présente très succinctement le terrain d'enquête et ce à quoi je m'intéresse dans ma recherche. Donc, j'ai été en fait en CIFRE à l'ODPE, donc à l'ODPE du département de la Loire, en tant que chargée de projet handicap. En fait, les directions de l'aide sociale à l'enfance et de la maison départementale des personnes handicapées souhaitaient en fait avoir une meilleure connaissance du public des enfants confiés en protection de l'enfance, donc avec une mesure de garde et en situation de handicap, qu'ils nomment toujours les enfants d'interstice. Donc, mon travail de thèse, il s'intéresse donc à cette population et aux épreuves en fait de coordination liées à leur prise en charge. Et ma thèse, en fait, elle essaye de retracer une expérience de recherche-action aux prises avec les tentatives déployées par les multiples acteurs pour accompagner du coup au mieux ces enfants. Donc, en posant déjà rien que cette brève présentation, vous repérez directement l'aspect sensible de l'enquête de terrain, avec un public souvent décrit comme vulnérable, souvent doublement vulnérable, même si j'aime pas mettre doublement, parce qu'en fait, ils ont de multiples vulnérabilités.
Et puis des acteurs professionnels démunis face à des situations en fait, qui souvent ils peinent à accompagner. Donc pour que vous puissiez rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de lire un court texte, enfin une courte conversation, un extrait de conversation que j'ai eu avec 2 professionnels de la direction de l'aide sociale à l'enfance le 17 décembre 2020 et ça faisait 1 mois et demi en fait que j'étais entrée sur le terrain. Je vous lis cet extrait. À l'époque, on avait eu un gros souci. Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'IME, ce gamin qui était lourdement handicapé, dont la maman avait assassiné le petit frère. Tu te souviens de cette situation? Celui qui est chez Monsieur Samuel? Monsieur Samuel, du coup, c'est un assistant familial. Ah non, ce gamin, il est décédé depuis, lui aussi. Et à cette occasion-là, il y avait eu plein de rencontres. Je me rappelle, il y avait même eu l'adjointe du DG du pôle vie sociale dans le cours. Car ce gamin, on nous avait trouvé comme répit une maison de retraite pour les personnes retraitées totalement invalides. Je m'étais un peu mise en colère en disant, ils ont peut-être droit à autre chose, ces gamins. Certes, ils sont handicapés. Certes, ce gamin n'avait pas accès à tout, mais il avait sa façon de communiquer. Mais on n'avait pas de solution sur le répit. Et l'adjointe avait fini par me convaincre. Et c'est vrai que j'étais allée visiter. Donc là, c'était une maison de retraite qui avait ouvert ses portes pour ce gamin-là. Parce qu'il avait déjà utilisé les 90 jours à l'IME et que l'ARS n'avait pas accordé des jours en plus et que la maman était incarcérée. Donc, on n'avait pas vraiment le choix. En tout cas, il faut réfléchir globalement à la question des espaces répit pour ces gamins, pour qu'il y ait une continuité et pour que les lieux d'accueil principaux puissent tenir. Donc, je vous ai exposé une infime partie de ce que j'ai pu rencontrer sur le terrain. Mais cet extrait, en fait, il a l'avantage de rendre compte de ce à quoi, en fait, les enfants et les professionnels ils sont confrontés. Et ça me permet aussi de développer un premier point. Je suis désolée, je n'ai pas fait question par question. Il va faire ça. Donc, un premier point que j'ai nommé l'ambiguïté des émotions. C'est-à-dire, en fait, le fait d'être confronté à une palette d'émotions qui sont contradictoires. Donc, lors, en fait, de l'écoute des 2 professionnels de l'ASE et dans bien d'autres, en fait, instances et groupes de travail tout au long de l'enquête, je suis confrontée, en fait, à des situations terribles, des situations d'enfants et de professionnels, en fait, qui me font naître comme émotion de la colère, de l'incompréhension, de l'angoisse, du désespoir. Et je me sens indignée face à des vies et des personnes qui sont en souffrance. Puis en même temps, dans le même mouvement, je suis contente. Je me réjouis, car en fait, il s'agit de mon sujet de recherche. Je récolte des données et de la même manière, mon travail il est nourri grâce à ces émotions, à ces situations qui sont complexes et difficiles. Et là, ça amène d'autres sentiments, comme de la culpabilité, d'observer sans pouvoir agir, qui coexistent en fait avec un nécessaire détachement pour maintenir en fait une posture scientifique. Donc en fait, un détachement qui n'est pas simple du tout, mais qui prend forme au fur et à mesure par une forme de lâcher prise, si je peux le dire comme ça. Donc en écrivant dans des cahiers de terrain, beaucoup, en parlant à d'autres, donc avec des acteurs de terrain qui sont devenus des collègues, parce que du coup j'étais chargée de projet en même temps que chercheur, doctorante, avec mes directeurs de thèse et puis la personne qui m'encadrait au niveau de l'ODPE. Nous, on avait des groupes, on se faisait des petites réunions tous les 3 mois et vraiment, pour le coup, j'avais cette symétrie dont tu parlais. Comment dire ça, en fait, c'était une équipe, limite une équipe de recherche qu'on faisait tous les 4. Donc voilà, en parlant avec les directeurs de thèse, des collègues doctorants, dans des séminaires ou autres, et puis un psychologue également qui m'a accompagnée en fait dès le master, dès qu'en fait j'ai commencé des recherches en protection de l'enfance, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc il y a eu un mouvement entre le choc, les réjouissances, la culpabilité et puis le détachement. Je vais passer au second point que je souhaite aborder et qui concerne le travail émotionnel au sens d'Arlie Russell Hochschild. J'espère que je le dis bien.
En fait, il s'agit d'un effort réalisé pour mettre en conformité ses sentiments avec les règles dominantes dans le milieu professionnel. Donc, ce qui veut dire qu'on cherche consciemment à modifier ses émotions pour en fait correspondre à ce qui est attendu. Donc, sur le terrain, moi, j'ai eu une place qui était peu confortable entre protection de l'enfance et champ du handicap, donc deux secteurs qui sont déjà très en tension l'un et l'autre, sans être confrontés ensemble, enfin sans être mélangés, on va dire ça comme ça, et en fait qui n'arrivent pas à communiquer entre eux. Bien évidemment, je dois tenter en fait par cette recherche de les faire dialoguer, et je suis en fait souvent au milieu de tensions et de conflits, ce qui me fait vivre en fait diverses émotions, mais que je ne peux pas laisser transparaître lors des rencontres, des réunions, des temps de travail collectifs, ou encore lorsque je me retrouve seule face à l'un ou l'autre des secteurs, donc c'est-à-dire soit des acteurs de la protection de l'enfance, soit des acteurs du champ du handicap. Et parfois, ce qui m'est demandé, c'est de justifier les pratiques des uns et des autres, ou de prendre position sur certaines décisions. Et là, du coup, je suis je me retrouve à une place des situations et qui en fait n'est pas la mienne, et dans des situations qui sont plutôt délicates où je suis prise à partie. Donc là, en fait, il s'agit de gérer ces affects pour assurer en fait le bon déroulement du coup des missions de la chargée de projet, en trouvant en fait un équilibre entre implication personnelle et objectivité scientifique, si on peut parler d'objectivité. Donc, pour faire face en fait à ces affects, donc j'ai développé 2 points dont je voulais vous parler. Déjà, accepter de lâcher prise. Tout à l'heure, je disais que c'était difficile. J'ai beaucoup pleuré, moi aussi. J'ai beaucoup échangé avec d'autres pour lâcher prise. Et puis aussi, il y a cet aspect de se tourner vers l'extérieur, c'est-à-dire d'aller au laboratoire, tout simplement, ou à des formations, ou en séminaire, ou même s'extraire totalement du travail de recherche, c'est-à-dire le temps d'un week-end, le temps de vacances, le temps d'un arrêt de travail, enfin vraiment s'extraire pour ne plus y penser. Et puis le deuxième point, pour faire face à ces affects, c'est aussi de trouver des méthodes pour éviter les confrontations et assurer du coup des échanges constructifs. Donc là, je me suis dit merci le master avec tout ce qu'on a pu apprendre en termes de méthodos, enfin du coup qui étaient mises en place par les professeurs, que j'ai reprises avec les acteurs de terrain. L'avant-dernier point dont je veux faire part, ça fait écho du coup au fait de trouver des méthodes pour permettre cette entente, ces échanges constructifs. En fait, dès mon inscription dans le domaine de la recherche en master, je m'interroge sur le fait, en reprenant du coup la formulation de Catherine Selnay, d'entrer dans des zones critiques d'existence, de questionner mon intrusion en tant que chercheur et d'avoir le souci de l'autre. Donc, je me suis questionnée sur l'impact du travail d'enquête et des résultats. Donc, voici une série de questions qui ont traversé mes recherches. Comment se présenter? Qu'est-ce que l'on fait vivre aux acteurs et aux personnes concernées? Comment éviter que le travail de recherche soit intrusif ou nuisant? Donc, ces questions, elles rejoignent cette notion de souci de l'autre qui semble en fait aller au-delà des émotions traduites par la tristesse, la compassion ou l'empathie. Il s'agit plutôt d'être attentif pour comprendre les situations, travailler du coup sur l'empathie, mais en même temps, simultanément, sur la distance, et toujours penser aux enjeux éthiques au sein de la recherche, notamment dans les domaines sensibles où les méthodes et conclusions qu'on peut tirer peuvent avoir des répercussions concrètes sur les personnes concernées. Donc, les émotions, elles sont présentes tout au long de la recherche et viennent l'impacter. Ce dont j'ai pris conscience entre le master et les 5 années de thèse, c'est le fait que les émotions, en fait, elles guident l'enquête. En effet, lorsque le chercheur, en fait, ressent quelque chose, que ce soit positif ou négatif, en fait, il se passe quelque chose. Et parfois, on ne le saisit pas tout de suite. On prend l'émotion comme elle vient, on essaye de faire face, comme a pu le dire Fanny ce matin,
ou même pas y faire face parce qu'en fait, c'est trop débordant. Mais en tout cas, il se passe quelque chose. Donc, on ne le saisit pas tout de suite. C'est après, par exemple, la discussion, la mise à l'écrit, un temps de pause, qu'on arrive à percevoir, à partir du coup des sentiments décrits, que en fait, des éléments d'analyse peuvent être tirés. Donc, les émotions, elles permettent donc d'affiner les questionnements, de détecter des enjeux cachés du terrain et d'adopter en fait une posture plus empathique, tout en nourrissant en fait une réflexion qui est critique sur les biais et les implications de la recherche. Et je termine mon propos par un exemple qui illustre ça. Donc, un hébergement est trouvé après des mois, voire des années d'errance pour un jeune majeur atteint de schizophrénie et d'une déficience intellectuelle. En fait, ce jeune a pu se poser, comme disent les acteurs, c'est-à-dire que les professionnels de terrain lui ont trouvé un lieu où habiter, pouvoir se sentir en sécurité, déposer ses affaires dans une armoire, tout simplement, comme nous, on peut être chez nous, se sentir bien, on va dire. Apprendre à lire, apprendre à faire un gâteau, chose en fait qui était impossible jusqu'à ce moment-là. Donc je me mets à pleurer au téléphone lorsque le référent en fait éducatif m'annonce que ce jeune il va bien. Et ici en fait, sur le coup, voilà, c'est juste ma personnalité qui fait que je pleure au téléphone, mais je sais pas quoi faire de ça. Je l'écris tout simplement dans mon cahier de terrain et puis ça passe. Quelques mois passent et puis je viens à réfléchir à un de mes chapitres et je reprends la lecture. Et là, cet exemple, ça m'emmène à penser, du coup, le phénomène des jeunes qui sont sans solution. Et du coup, ça le renverse. Oui, ça le renverse. Et ça me permet, en fait, de penser les bricolages et les prises en charge que je vais appeler interstitielles dans ma recherche. Voilà pour l'exemple, mais ça marche aussi sur l'observation des émotions des acteurs de terrain. Par exemple, lorsqu'on sort d'un temps de réunion pour une concertation ou une réunion d'équipe et que les acteurs en fait viennent à exprimer leur mécontentement face à une orientation pour un jeune ou le refus d'un projet ou encore leur joie d'une nouvelle recrue ou l'ouverture d'un service, en fait, ça donne des indications, par exemple, sur l'application d'une orientation politique ou l'impact d'un partenariat ou plein d'autres choses. Voilà, merci beaucoup de votre écoute.